Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Bonjour à tous et très bienvenue dans notre jardin un peu transi par le froid. Nous sommes en plein milieu de l'hiver et également un peu dégarni, mais il y a toujours des choses à réaliser dans un jardin et je vous propose de partager tout cela ensemble pendant toute cette émission de Découverte Jardin. C'est sur News Jardin TV, bien sûr. Bienvenue à tous. En hiver, bien entendu, les floraisons sont relativement rares, mais il y a quelques arbustes qui nous enchantent, et notamment ce laurier-thym, le Viburnum tinus pour les botanistes. Ça sera notre plante vedette. C'est tout de suite, vous allez voir, une plante pour tous. Quelle que soit la région où vous habitez, si vous désirez avoir un petit coup d'éclat fleuri pendant l'hiver, je vous conseille cet arbuste. Cet arbuste, c'est le laurier-thym, le Viburnum tinus pour les botanistes, une plante d'une facilité de culture extraordinaire et qui, comme vous le voyez, est un éclat, une splendeur en plein hiver. Là, nous sommes à la fin janvier et il va fleurir jusqu'au début du printemps. Il est persistant, il a toutes les qualités et nous allons le voir maintenant en détail et je vais vous raconter aussi son histoire. Alors on va faire un petit peu de botanique. Le genre Viburnum a été créé par l'incontournable Carl von Linné, 1753, et il avait été mis d'abord dans la famille des Caprifoliacées. C'était la famille des chèvrefeuilles. Aujourd'hui, les botanistes, vous savez, sont toujours un peu fantaisistes. Ils ont changé la famille et ils ont rapproché le Viburnum des sureaux. Et on est dans la famille des Adoxacées. Oui, c'est un peu compliqué, mais voilà, vous pourrez mettre ça un jour autour d'une table, ça fait très très sérieux. Alors maintenant, on va revenir sur notre laurier-thym. Le laurier-thym, donc le Viburnum tinus, certains, ça s'écrit T-I-N, hein, c'est un peu particulier. Donc ce Viburnum tinus, c'est un arbuste qui peut être très compact, on peut le cultiver en pot, mais c'est aussi un arbuste qui va prendre des proportions assez énormes comme ça pour atteindre pratiquement 3 mètres de haut si vous le laissez prospérer. Alors, vous avez pu constater qu'il a des fleurs plutôt sur la partie supérieure, mais qu'il ne se dégarnit pas de la base. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le nom de Viburnum a été déjà utilisé par Virgile dans l'Antiquité. Ça venait du latin viere, viere qui veut dire lié. Lié, pourquoi? Parce qu'en fait, sur certaines espèces, pas trop sur Viburnum tinus, les rameaux sont très souples, notamment la viande lantane, le Viburnum lantana, et donc on a donné ce nom de Viburnum, donc la plante avec laquelle on peut faire des liens. Le laurier-thym est un arbuste originaire du bassin méditerranéen. On le rencontre aussi en Afrique du Nord. C'est pas pour autant qu'il n'est pas rustique. Vous avez absolument aucun problème dans toutes les régions de plaine. La particularité, c'est que dès le début de l'hiver, se forment les petits boutons floraux qui sont réunis dans ce que les botanistes appellent une cyme, c'est-à-dire en fait un bouquet de petites fleurs qui petit à petit vont s'épanouir lentement et se succéder pour vous donner cette masse de fleurs qui va continuer jusqu'au printemps. Une autre particularité du laurier-thym, c'est aussi que les pédoncules floraux sont rouges, de même que les jeunes tiges, ce qui augmente encore son intérêt décoratif. Autre particularité du laurier-thym, sa feuille est coriace. Les Anglais disent que ce sont des feuilles de cuir, et c'est vrai, quand on les touche, on a cette impression de cuir, un feuillage tout à fait persistant et qui ne pose vraiment aucun problème, sauf peut-être de temps en temps une petite bête que l'on appelle l'othyorynque qui vient se nourrir du bord de ses feuilles et faire des encoches en forme de créneau. Un des intérêts majeurs aussi du laurier-thym, c'est sa croissance lente et compacte, et il existe de très nombreux cultivars assez nains qui iront idéalement en bac sur votre balcon. Et si vous désirez les découvrir, j'ai écrit un article très complet et bien illustré sur notre site News Jardin TV. Je vous invite à le découvrir. Si personnellement j'appelle le laurier-thym le sourire de l'hiver, Sidonie Gabriel Colette, ce fameux écrivain, a décrit la plante merveilleusement en disant: le temps de servir sur la fleur en plateau du laurier-thym un dernier petit entremets de giboulée éphémère, et le printemps torride viendra violenter toutes les éclosions. On a l'habitude d'attendre le printemps pour réaliser les premiers semis, mais certaines plantes sont assez longues à démarrer. Alors je vous propose
de travailler en serre, alors soit une mini-serre comme celle-ci, soit en véranda, de manière à faire des petites terrines très soignées, évidemment avec un terreau spécial semis. Donc vous allez voir tout le déroulé, c'est très facile. On y va tout de suite, c'est la rubrique Conseil jardinier. Waouh! Il est bien meilleur d'être à l'intérieur pour jardiner en cette fin janvier ou voire début février. Alors je vous propose de faire un semis bien confortable, bien douillet dans sa petite terrine, ici dans la véranda. On va utiliser un peu tout ce capharnaüm là, vous allez voir pourquoi. Donc en détail, les semis précoces, c'est tout de suite. Que semer en cette avant-saison? Eh bien, toutes les plantes frileuses et qui sont relativement lentes à se développer. Alors, au potager, les tomates, les aubergines, on pourrait faire aussi les poivrons. Et puis, dans le jardin d'ornement, on va prendre surtout des plantes un peu tropicales. Bon, là, j'ai envie de vous faire une Suzanne aux yeux noirs, le Thunbergia alata, mais vous pouvez aussi, dès maintenant, semer vos géraniums pour le balcon ou pour les massifs. Nous allons procéder à un semis en terrine ou même en mini-serre. Donc tous les accessoires dont on va avoir besoin tout à l'heure, je les mets de côté. Et donc voilà ce que l'on trouve dans le commerce. Une terrine en plastique avec un dôme. Et donc ça va nous faire vraiment une petite serre d'intérieur. C'est absolument idéal pour le semis. Et pour des graines un peu plus grosses, eh bien on fera un semis directement dans ces petits godets de tourbe. L'avantage étant qu'on pourra les transplanter directement sans avoir à faire un repiquage. Point capital, notre terrine est percée de nombreux petits trous pour évacuer l'eau en excès, mais nous allons quand même mettre une couche drainante de petits cailloux de manière à évacuer vraiment cette eau sans risque de tasser le terreau. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, tout simplement, on va en mettre 1 cm maximum, c'est pas la peine d'en mettre énormément. Donc là, j'utilise une pelle à terreau. C'est assez pratique pour aller piocher à l'intérieur du récipient. Et voilà, et maintenant on passe au terreau. La qualité du substrat est primordiale pour la réussite de votre semis. Il faut qu'il soit à la fois fin, aéré et qu'il conserve suffisamment d'humidité pour non seulement favoriser la germination, mais empêcher ce que l'on appelle la fonte des semis, qui est une maladie catastrophique qui vous réduit votre culture vraiment à néant en quelques instants. Et donc, j'ai choisi un véritable terreau de semis. Il a été légèrement tamisé de manière à être suffisamment fin pour que les graines trouvent tous les endroits qu'il leur faut pour germer. Et il contient des mycorhizes. Alors, c'est pas vraiment très important pour la germination. En revanche, c'est capital pour la réussite de la plantule. Parce que la mycorhize va se greffer naturellement sur la radicelle et ensuite, eh bien, elle va permettre à la plante d'être plus costaud et surtout de supporter le stress du repiquage. Donc nous avons ici un mélange de tourbe de sphaigne et d'écorce de pin maritime fine compostée, broyée. Donc c'est quelque chose de léger, d'aéré et de très très agréable, notamment à caresser, mais aussi pour les graines. J'ai mis beaucoup plus de terreau qu'il n'en faut, de manière à pouvoir réaliser un parfait dressage. On dit oui, c'est pas le dressage des lions, c'est le dressage du terreau. Alors pour cela, j'ai tout simplement une petite réglette en bois et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Regardez, on va partir du bord, alors on va quand même se mettre au bord, et avec un mouvement d'aller et retour comme ça, je pousse mon terreau et en même temps, grâce à ces mouvements
alternative d'avant en arrière, et tout en poussant notre terreau, on arrive à répartir le substrat de façon non seulement très homogène à la surface, mais également très pratique, très facile. Regardez ça. Alors on peut revenir un peu de temps en temps. Alors n'allez pas trop vite, de manière à ne pas faire de trous. De toute façon, ce n'est pas un problème parce qu'on peut toujours remettre un peu de terreau en surface. Voilà. L'important étant d'obtenir une surface, bien sûr, aussi homogène, régulière que possible. Voilà. Est-ce que l'on va semer maintenant directement? Eh bien non. Il importe maintenant de tasser régulièrement la surface de notre substrat de semis de manière à permettre aux graines d'avoir une certaine assise. Il faut de l'aération, mais pas trop. Alors, juste un petit morceau de bois bien plat comme cela, et on y va. On va appuyer donc notre petite batte improvisée. Vous voyez, on fait descendre quand même le niveau de façon assez conséquente. Et en même temps, on homogénise encore la surface de semis. Et là, on a ce que l'on appelle un véritable lit de semences. Tiens, je vous propose de semer ces aubergines très originales qu'on appelle les plantes à œufs. Nous allons utiliser un petit semoir. Alors, il est gradué en fonction de la dimension des graines. Donc, on va prendre le numéro 3, là, ici. Donc, je vais mettre mes graines dans le semoir. Et bien mettre le numéro 3 en face, voilà. Et maintenant, il suffit Alors bien évidemment, ce qu'on recherche ici, c'est obtenir du plant à repiquer. Donc pourquoi pas semer aussi dans la moitié de notre autre terrine, eh bien tout simplement quelques tomates. C'est des petits accessoires qu'on a de rien, mais ils sont très pratiques. Donc une petite chose très importante, ce n'est pas la peine de mettre tout le sachet obligatoirement sur votre terrine, parce qu'il faut que ça soit léger. On dit on sème clair, de manière à ce que vous n'ayez pas une forêt vierge au moment de la germination. Et maintenant, nous allons recouvrir les graines, mais pour cela, on va tamiser le terreau. Donc j'ai un petit tamis qui a la particularité d'avoir 3 grilles différentes. Nous allons prendre la plus fine pour les semis, parce que les graines sont très fines et il faut que la couverture de substrat soit aussi légère que possible. Alors généralement on enterre les graines d'environ 2 fois leur épaisseur, donc c'est à peu près ce que j'avais là. Voilà, ça va permettre. Et on va réutiliser la petite batte pour tasser tout cela. Il n'est bien sûr pas question d'utiliser un arrosoir pour l'arrosage parce que ça bouleverserait complètement notre lit de semences. Donc 2 solutions, ou bien vous immergez pratiquement entièrement notre terrine jusque là, comme ça, jusqu'à l'épaule, on dit, dans un bac, ou alors on va nous utiliser tout simplement un pulvérisateur. Et bien, une fois notre terreau bien imbibé, il n'y a plus qu'à mettre la petite serre en place. Il va se créer sous le dôme une humidité stagnante, donc une forte hygrométrie très favorable au développement des plantules. Mais attention, d'ici 8-10 jours, elles seront levées et à ce moment-là, il faudra les découvrir. En hiver, les plantes sont en dormance, elles se reposent, il n'y a pas d'activité végétative particulière. C'est donc le moment le plus favorable pour la taille. La taille des arbustes, bien évidemment, mais aussi la taille fruitière. Alors là, il faut un maître taille, il s'appelle Jean-Luc Echen, c'est la taille en détail, et c'est tout de suite.
Nous allons aujourd'hui pratiquer la taille trigème qui se fait en hiver. Décembre-janvier, c'est le moment absolument idéal. Alors trigème, c'est quoi? Ça veut dire la taille à 3 yeux. La taille à 3 yeux. 3 yeux, ça veut donc dire 3 bourgeons. Des bourgeons qui sont tous très différents sur les pommiers et les poiriers comme nous avons ici. On va se rapprocher de manière à bien les reconnaître parce que c'est le plus important pour réussir une bonne taille. Alors Jean-Luc, nous avons ici ce qu'on appelle un rameau à bois, donc qui n'a que des yeux à bois. C'est quoi les yeux à bois? Les yeux à bois, ce sont des yeux qui vont se transformer en feuilles et qui ne vont pas produire de fruits. Ça ressemble à des petits renflements, parfois difficilement visibles, et ce sont les yeux les plus petits que l'on rencontre sur les arbres fruitiers. Après les yeux à bois, nous allons voir l'évolution possible. Ça s'appelle comment ici, là? Ça, c'est un dard. Un dard, donc c'est petit, pointu, triangulaire, et ça peut devenir la petite chose qui est là, plus grosse. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il va évoluer en bouton à fleurs. un bouton à fleurs qui, lorsqu'il sera pollinisé, donnera des fruits, et c'est ce qu'on va rechercher. Alors maintenant, on va essayer de nous expliquer, et ça va être le travail de Jean-Luc, ce qu'il faut faire en fonction des différents organes que l'on va rencontrer sur l'arbre. Allez, maintenant, sécateur en main, et on va y passer. Sur ce rameau, je n'ai que des yeux à bois, donc des bourgeons. C'est un rameau à bois. On a parlé de taille à 3 yeux, donc on va couper ici au 3e bourgeon et on obtiendra une coursonne. Maintenant je coupe. Une fois que j'ai taillé, que va-t-il se passer en cours de végétation? Le dernier bourgeon va partir en brindille, le 2e bourgeon va recevoir moins de sève, il va se transformer en dard, et le 3e bourgeon, il va rester dormant. Nous avons ici l'ancienne coupe. La pousse du dernier bourgeon a donné un rameau à bois et le bourgeon à la base s'est transformé en dard. Le dard, c'est l'étape intermédiaire entre le bourgeon à bois et le bouton à fruits. Je peux être tenté de le couper ici pour en faire tout de suite un bouton à fruits. Sauf que s'il reçoit trop de sève, il va partir en bois. Donc je vais tailler à ce moment-là ici, ce qui fait que la sève va être canalisée et appelée par ce dernier œil et on espère ici une transformation l'année prochaine de ce dard en bouton à fruits. Donc là, je vais couper à ce niveau-là. Je fais 1, 2, 3 et je coupe. La deuxième année, nous étions avec le dard ici. Celui-ci, suivant la sève qu'il va recevoir, va évoluer la 3e année en bouton à fruits. On reconnaît le bouton à fruits parce que les écailles sont bien renflées. La base donc a évolué depuis le dard, elle est un petit peu ridée. Et là, si on veut tailler, on va sélectionner le premier bouton à fruits. Donc je vais couper à cet endroit-là. Lorsque le bouton à fruits a rempli son office, c'est-à-dire qu'il nous a donné un beau fruit, ici c'était une belle pomme, il va laisser un renflement caractéristique que l'on appelle une bourse. On voit, c'est à la fois ridé et gonflé. Et cette bourse a la particularité de reproduire d'autres boutons à fruits. Et on va la rafraîchir pour obtenir de nouveau une production de fruits. Et donc ça, c'est l'évolution, la bourse ici, qui évolue après, qui refait un autre bourgeon à fruits. Nous avons ici un pommier, initialement formé en double U, donc c'est une forme à plat, palissée sur des fils de fer, et qui a été un petit peu négligé au fil des ans, qu'on va tenter de rattraper. Pour le rattraper, je vais le rapprocher du tronc et je vais essayer de le reprendre sur les axes verticaux, mais ce ne sera pas facile parce qu'on a ici un coude et même une grosse sinuosité dans tous les sens. Et maintenant, on taille. 1, 2, 3 yeux. Ici, là j'ai une bourse. Voilà. Ça, c'est moche. Ici. Donc là, j'ai un dard. Là, j'ai une fleur, un bouton à fleurs. Là, une bourse. Ici. 1, 2, 3. Voilà. Là, on va garder un fruit ici. Là, on va garder un fruit. Même. Voilà. Là, ça, on peut garder. Là, on va rapprocher, on va garder ce fruit-là. Ça fait un coude.
Ça, c'est trop gros pour mon sécateur. Je vais être obligé de prendre ma scie, ici. Délicatement, hop, voilà, ici. Et là, je reprends ici. Ça, j'en refais une coursonne à la base, ici. Je m'aperçois que la plante est complètement blessée par les anciennes attaches qu'il faudra reprendre tout à l'heure lorsqu'on aura terminé. On fait 1, 2, 3 ici. Voilà. Là, 1, 2, 3. Voilà. Ici. Là. Ça part trop loin. On va rapprocher, on nettoie ici. Et hop. Voilà. Là, je peux faire. Pour bien faire, il faudrait le rapprocher ici. Donc là, voilà. Voilà. Pendant que je taillais, j'ai constaté en fait que la plante était blessée par les ligatures. Là, c'est irrémédiable. En fait, il ne faut pas prendre ces ligatures avec du fil de fer. Il vaut mieux prendre des ligatures en caoutchouc. Donc, quand on veut attacher les plantes, en fait, il faut utiliser du lien tubulaire, caoutchouté, qui existe soit en 3 mm et demi, soit en 5 mm. Voilà. Donc, c'est caoutchouté. C'est élastique. Et je peux donc attacher la plante sans la blesser. Donc toujours en faisant un tour mort et un nœud plat. Et là ça tient et ça blesse pas. Bon Jean-Luc, merci pour tous ces conseils sur la taille Trigem. Il y a quand même une petite différence entre le vrai pro et le semi-pro. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Notre jardin étant très ombragé, nous avons bien évidemment tout un panel de fougères et des plantes bien sûr rustiques comme les scolopendres. Mais comme il fait un petit peu froid en cette saison, je vous propose de créer tout un joli petit jardin d'intérieur avec des fougères tropicales. Et pour cela, c'est Nicole qui s'y colle, c'est la rubrique Mon jardin au féminin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la mode est plutôt aux objets détournés et je vous propose de transformer ce support de photophore en une jolie vitrine de fougères d'intérieur. Pour commencer, on va faire un drainage avec des petits galets dans le fond. Comptez 3 à 4 cm d'épaisseur. Et pour créer un joli décor, j'utilise du gros sable d'aquarium. Et maintenant, je vais modeler un joli décor. Les fougères étant assez dociles, non, acidophiles, j'utilise de la terre de bruyère. Et maintenant, je vais disposer les fougères d'une manière harmonieuse.
Et maintenant, pour donner un joli relief, je surélève les plantes avec de la terre de bruyère. Cette fougère s'appelle patte de lapin. Regardez comme c'est mignon, tout doux. Je vais la disposer de façon à ce que ces racines aériennes ressortent bien de notre petite vitrine. Pour terminer, vous l'avez deviné, il nous faut, pour toute bonne plantation, un bon arrosage. Et pour terminer, les fougères tropicales aiment une généreuse brumisation. Et bien voilà, c'est terminé. Elle n'est pas jolie, ma vitrine ? Que pouvons-nous faire au potager en cette pleine période hivernale? Peut-être pas grand-chose, mais vous allez voir. Vous vous rappelez ce potager, on l'avait fait ensemble. Donc là, en ce moment, bon, il y a encore les choux, ils vont grossir pour le printemps. Je vais peut-être donner 2-3 coups de ciseaux pour nettoyer le persil. On voit ici qu'il est en train de redémarrer. Mais est-ce que je peux planter quelque chose? Eh bien, écoutez, oui, dans ma poche, j'ai quoi? J'ai des têtes d'ail. Eh bien, l'ail, on peut le planter en plein hiver, à condition d'avoir un sol bien drainant. Je vais laisser toutefois Pierre-Adrien Lagneau vous en dire beaucoup plus. Il va vous planter de l'ail sélectionné dans un vrai potager. C'est sa rubrique Plante coup de cœur. Comment planter l'ail au jardin? Il faut déjà distinguer l'ail blanc et l'ail rose. L'ail blanc est un peu plus rustique et peut se planter à l'automne, et l'ail rose, lui, va se planter au début du printemps. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on est début mars. Il faut un sol bien drainé pour l'ail. Si votre terre est un peu lourde, comme ici, je l'ai déjà retravaillé avec du sable. Attention, je ne mets pas de fumure, l'ail ne veut pas d'un sol fraîchement fumé. Et puis j'ai fait une petite butte qui va permettre à l'eau de bien s'écouler. Comme ça, mon ail ne risque pas de pourrir. On va faire des petits trous tous les 15 cm à peu près. Je me sers du manche, de la pelle, tout simplement. On prélève les cailleux du pourtour de l'ail. Ceux qui sont en périphérie, ils sont bien meilleurs que ceux du centre. Et on va les planter le germe vers le haut. Et dans une terre un peu lourde, on peut même dire qu'il faut que le germe regarde le jardinier. Donc le cailleux, c'est ce qu'on appelle aussi la gousse d'ail, qu'on prélève sur la tête. Et vous voyez, il y a déjà même les petits germes qui apparaissent ici, et les racines sortiront d'ici. Donc je continue de les installer dans ma petite rangée. Je remets un peu de terre par-dessus. L'ail va craindre l'humidité. Donc avec ce qui tombe aujourd'hui, ce sera largement suffisant. On n'arrose surtout pas la plantation. Il lui faut une exposition bien ensoleillée. On le récoltera quand les feuilles auront commencé à sécher sur les 2/3. Par contre, vous pouvez aussi le récolter frais, là, quand la tige est entièrement verte. Au moment de la récolte, vous laisserez les têtes d'ail sur le sol pendant 2 jours avant de les rentrer dans la maison, où il pourra se conserver la tête en bas pendant des mois.
Là, j'ai plus qu'à rajouter une petite étiquette et à attendre la récolte. Le seul entretien que vous aurez à faire, c'est de temps en temps d'écrouter le sol avec une petite griffe, parce que l'ail aime bien la sécheresse. Ne cultivez pas l'ail plus de 2 années de suite au même endroit et privilégiez les associations avec les légumes fruits. Et dernière petite information aussi, vous pouvez le semer. Bien sûr, un jardin, ce n'est pas un espace naturel, c'est un endroit de nature reconstitué pour notre bien-être et notre plaisir. Mais la tendance est quand même d'essayer d'améliorer la biodiversité, de recréer des petits espaces aussi équilibrés que possible, par exemple avec des hôtels à insectes comme ici. Alors pourquoi jardiner au naturel? Eh bien c'est tout simplement ce que je vais vous expliquer maintenant dans la rubrique « Jardiner au naturel ». On parle beaucoup aujourd'hui de jardin naturel, d'espace écologique, de jardin environnemental ou du moins respectueux de l'environnement, de jardin éco-responsable. Mais est-ce bien raisonnable? Est-ce un espace naturel, un jardin? Eh bien non, du moins pas tout à fait. Ça ne nous empêche pas éventuellement d'essayer d'être le plus respectueux possible de la nature et de faire en sorte que nos jardins deviennent des espaces de biodiversité. Et pour cela, le jardinier a plein de moyens et nous allons les voir tout de suite en détail. La différence principale entre un jardin et un espace naturel ne vient pas de la biodiversité. D'un côté, on a une nature sauvage, indigène, brute si on veut. De l'autre côté, on va avoir une biodiversité horticole, avec des végétaux qui ont été introduits ou sélectionnés. Et autre différence fondamentale, c'est également la volonté d'introduire toutes ces plantes pour qu'elles fonctionnent ensemble, mais également de produire, surtout lorsqu'on a des espaces potagers comme les jardins qui sont derrière moi. Nous parlions de biodiversité. Évidemment, elle est très importante sur le plan végétal dans un jardin. En revanche, côté animaux, parfois ça peut manquer. Donc on va essayer d'attirer tous les insectes ou les autres animaux utiles au jardin avec des abris spécifiques, par exemple pour les coccinelles et les chrysopes qui sont de gros prédateurs pour les pucerons, ou alors des abeilles sauvages comme ici qui vont jouer un rôle capital pour la pollinisation. Les abris pour insectes doivent être installés bien évidemment avant l'hiver, mais au cas où, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Véritables promoteurs de la nature dans nos espaces urbanisés, les jardins et les jardiniers sont aujourd'hui vraiment les vecteurs de la naturalité. Alors, le jardinage naturel, ce n'est ni une philosophie, ni une vue de l'esprit, encore moins une politique, c'est simplement ce que l'on a dans le cœur et je vous invite à partager tout cela avec le plus grand bonheur. Si certains insectes que l'on appelle des auxiliaires donnent un véritable coup de main aux jardiniers en régulant de façon tout à fait naturelle les populations des insectes qui eux sont les ravageurs de nos cultures, eh bien de temps en temps il faut donner un petit coup de pouce au jardin en utilisant encore une fois les ressources de la nature. Et contre les ravageurs des cultures, nous avons 2 solutions très intéressante et naturelle que je vais vous développer maintenant. La nature faisant très bien les choses, certaines plantes ont trouvé la parade contre les bioagresseurs. Elles sécrètent tout simplement des substances naturellement toxiques qui vont empoisonner par exemple les pucerons. C'est ce que l'on trouve dans les pyrétrines. Et un insecticide comme celui-ci contient des pyrètres naturels, donc des substances insecticides extraites de ces pyrètres qui sont des sortes de chrysanthèmes africains. On y ajoute de l'huile de colza qui va s'envelopper autour de l'insecte et l'étouffer. Huile de colza, produit naturel également. La seconde méthode de lutte contre les insectes au naturel est encore plus astucieuse. On va profiter du fait que les insectes, et d'ailleurs tous les êtres vivants, sécrètent ce que l'on appelle des phéromones qui sont des attractifs sexuels, de manière à attirer leurs partenaires. Et on va mettre des pièges, notamment dans les arbres fruitiers, les pommiers et surtout aussi les pruniers, qui vont attirer donc ces insectes mâles, croyant que ce sont des femelles, ils vont se poser sur le piège, ils vont être englués, ils ne pourront pas se reproduire, et donc on aura limité les populations. Parmi les petites bêtes qui nous embêtent au jardin, il y a bien évidemment les limaces. Pour
limiter les populations de limaces au naturel, on va trouver dans la nature des substances qui leur sont toxiques. Alors là, on va faire quand même un petit travail humain, à savoir extraire ce produit qui s'appelle le phosphate ferrique, et on va retrouver dans le ferramol ce produit qui va donc empêcher la limace d'avoir faim, tout simplement, mais elle ne se nourrit plus et elle va mourir. Et tous les produits que je viens de vous présenter, bien sûr, ont un dénominateur commun, à savoir utilisable en agriculture biologique. Une autre facette capitale du jardinage au naturel, c'est de rendre le sol vivant. Bien entendu, on va commencer par l'amender avec des matières d'origine naturelle, comme du compost ménager, comme du fumier par exemple, qui sont des amendements qui vont travailler sur l'équilibre de ce sol. Mais on va aussi être amené à le nourrir, ce sol, tout simplement parce que les plantes puisent régulièrement beaucoup de substances à l'intérieur, et notamment dans les potagers. Alors, au naturel, le purin d'ortie, le purin de prêle, le purin de consoude, le purin de fougère, vous connaissez, a comme avantage non seulement d'apporter beaucoup de micronutriments, mais également de renforcer les résistances naturelles des plantes. Et comme les cultures se succèdent rapidement au potager et que l'on veut également de la productivité, on va utiliser un engrais naturel avec par exemple des substances à base de farine de plume, farine d'os, avec aussi des minéraux d'origine naturelle et que l'on incorporera régulièrement sur les cultures. Vous voyez, il y avait pas mal de choses quand même à faire en cette saison. Et vous avez quand même bien fait de nous suivre pendant cette demi-heure tranquillement à la maison. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Découverte Jardin. C'est sur News Jardin TV, bien sûr.